La puissance actuelle des réseaux sociaux menace-t-elle absolument la possibilité de distinguer le vrai du faux et donc de dire ce que l'on pense être vrai? Admettons que l'opinion majoritaire préconisant la prudence soit valable. Nous remarquons une ambivalence dans la formule appliquée au cas du poète exécuté pour avoir dit la vérité. En effet, s'il est dommageable d'être exécuté, le caractère mauvais de la véracité se limite aux conséquences néfastes pour celui qui a osé prendre la parole. Mais pour la société, est-ce que c'est aussi nuisible? Un médecin comme Hélène Frachon devait-il se taire à propos du Mediator? Dans une démocratie, aussi imparfaite soit-elle, le courage de dire la vérité entraîne ou devrait entraîner débat et action des responsables. Mais dans une dictature, il brise le silence de mort qui paralyse la société. Est-ce un fait héroïque, sacrificiel? Comment dire la vérité à une population amollie par une idéologie consumériste dominante? Si par principe, toute vérité est toujours bonne à dire, quelles que soient les conséquences de sa révélation, ne retombe-t-on pas nécessairement sur le caractère dubitable de l'idée vraie, c'est-à-dire tenue pour vraie? Il faut réexaminer les objections du professeur Kian Li-kun. Premièrement, n'y aurait-il pas de pieux mensonges en politique? Deuxièmement, n'est-il pas plus raisonnable de taire ce dont on est seulement certain sans être capable d'en administrer une preuve à toute épreuve? Et enfin, y a-t-il quand même un type de vérité qui résiste absolument au doute, de sorte qu'on puisse l'asséner en toute tranquillité? Ces doutes nourrissent le relativisme des idéologies politiques occidentales, les fameuses démocraties d'opinion. Mais cette idéologie, ce n'est que l'envers des dogmatismes totalitaires, prétendus détenteurs d'une vérité absolue, religieuse ou pas, à laquelle d'ailleurs plus personne ne croit. Ces doutes, ce genre de doute, c'est mauvais pour les recherches scientifiques, parce qu'il est mauvais de mettre en doute la capacité de notre puissance de connaissance, mais je pense que c'est pire que soit instauré un système politique construit sur la falsification des faits, le déni de l'histoire, au point que domine sans contestation possible un discours qui ne cesse d'occulter la réalité sociale, parce que cela produit un consensus par résignation, par désintérêt, par abandon de la recherche de la vérité. Alors s'interroger sur le sens d'une vérité, c'est bien une question éminemment pratique. C'est nier le sens du mot vérité, sous le paresseux prétexte qu'il n'y a que des opinions, ou que toute vérité est illusoire parce que relative, revient à laisser libre cours, non pas aux mensonges, mais aux propos irresponsables. Bullshit, pour parler anglais. Liu Xiaobo a voulu vivre dans la vérité, témoigner par sa manière d'être son refus de cautionner l'asservissement des esprits dans une Chine post-maoïste. Il n'a cessé d'écrire contre l'imposture d'une dictature qu'il qualifie de post-totalitaire. Ni populaire, ni républicain, ce régime politique de la République populaire de Chine est un gigantesque appareil de domination qui maintient sous contrôle une population entièrement vouée au service d'un capitalisme effréné. Vivre dans la vérité, c'est un recueil d'articles, une manifestation, une voix d'un défenseur des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Voilà ce qu'il dit dans une lettre. Restituer la vie par des mots en restant au plus près de la vérité. C'est un but inaccessible. Toutefois, nos écrits doivent rester au plus près de cette vérité. Vérité pratique, règle de vie, qui implique une certaine idée du rapport entre la réalité, la conscience individuelle de cette réalité et l'expression publique de cette perception du monde. Alors, toute conscience est subjective, mais elle peut quand même prétendre saisir l'être des choses dans une société. Je ne reviens pas aux arcanes de la métaphysique. En dépit de ces ambiguïtés politiques, Liu Xiaobo livre sur la société chinoise contemporaine un témoignage critique qui est un excellent antidote au discours sur la domination économique et le soft power chinois. Il fait le portrait d'une société anesthésiée par sa réussite économique, tenue par un pouvoir tutélaire. Et on peut comparer à ce que dit un philosophe allemand qui est allé dans les grandes villes chinoises et qui montre une foule anonyme. Personne n'attend d'égard, je le cite, Hartmut Rosa, personne n'attend que l'on s'efface devant lui. Nul ne se sent maltraité, négligé, défavorisé, rétrogradé. Nul n'a raison de se plaindre. Bref, tout baigne. Mais, dans tous les cas, il y a des militaires. Et dans tous les cas, ils sont parfaitement immobiles. Ils semblent symboliser le caractère constant, stable, inamovible de l'ordre et du pouvoir dans un paysage fait de transformations imprévisibles et de mutations rapides. Fin de citation. Alors, dans le traité politique, Spinoza, au XVIIe siècle, voyait déjà le secret de la domination sociale.
Un homme en tient un autre en son pouvoir, disait-il, parce qu'il le tient enchaîné ou parce qu'il a des armes. Il lui a retiré les moyens de se défendre. Mais il le tient bien plus en son pouvoir par la crainte et surtout quand il se l'est attaché par de tels bienfaits. Mais, ajoute Spinoza, cette domination ne dure que jusqu'à temps que l'autre continue de croire à cette domination. Le pouvoir despotique de type nouveau, envisagé par Tocqueville au XIXe siècle dans De la démocratie en Amérique, ce pouvoir despotique post-totalitaire, comme le nomme Liu Xiaobo, domine les esprits quand les exigences morales et en premier lieu l'exigence de vérité sont éteintes et quand règne l'idéologie de l'ignorance. Un peuple sans mémoire, sans morale, voilà comment un pouvoir post-totalitaire amène les individus par-delà la vérité. Tout pouvoir despotique, dit Liu Xiaobo, considère la vérité comme son ennemi et non seulement il modifie, distord, occulte sa propre histoire selon sa propre volonté, il la réécrit, mais il ne se permet même pas de connaître la vérité historique sur les crimes dont il n'est pas responsable. Alors, fin de citation. Les consciences individuelles se tournent alors uniquement vers leurs intérêts immédiats, mesquins, au détriment de toute conscience morale. Je cite encore Liu Xiaobo dans La frénésie pornographique, critique de la culture commerciale chinoise, d'en vivre dans la vérité. Dans la Chine de l'après 4 juin, c'est la place Tiananmen, la consommation d'une culture commerciale a correspondu à la privatisation chez les puissants de désirs matériels toujours plus nombreux. De même, la consommation de biens matériels exacerbés chez les riches est devenue chaque jour plus jouissive, plus superficielle, plus médiocre. Sa fonction sociale étant de fournir au pouvoir politique actuel un instrument utile pour maintenir son ordre dictatorial. Fin de citation. Bon, je ne peux pas m'empêcher de rapprocher ce texte de ce qu'écrivait Tocqueville. Donc, quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre? Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Et au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie, les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il comprime. Il éteint, il est bête. Il réduit chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Conclusion, annoncer la fin de la vérité, l'impossibilité d'établir quelque vérité, le dépassement de la vérité, des vérités et des mensonges, entonner l'ère de l'après-vérité, est-ce que ce n'est pas se laisser porter mollement par l'air du temps et n'offrir aucune résistance aux nouvelles formes de totalitarisme qui pointent non seulement dans les démocratures, dans les systèmes antidémocratiques, mais dans les démocraties classiques où règnent les GAFA.